Bonsoir. Bonsoir, Madame Salamé. Bonsoir, Laurent Wauquiez. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité. Avant nos questions, votre carte d'identité par Guillaume Darret en quelques secondes. Laurent Wauquiez, 43 ans, président des Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son défi personnel, incarner le renouveau de la droite et faire revenir à lui un électorat en partie séduit par Emmanuel Macron. Je pense que la droite doit retrouver sa colonne vertébrale. C'est pour cela que je suis à vos côtés. Je veux vous rendre votre dignité et je veux que nous puissions dire très sereinement, mais avec la plus grande énergie, nous sommes de droite et nous sommes à nouveau fiers d'être de droite. Que vous mieux l'intégrer dans votre... Laurent Wauquiez, même question qu'à tous les intervenants. Quel objet symbolise selon vous cette première année de mandat d'Emmanuel Macron ? Eh bien, moi, je vous ai emmené des feuilles de retraite. C'est des feuilles de retraite d'une femme de chez moi, de Haute-Loire, qui a travaillé toute sa vie et qui touche une retraite de 1 200 €. Elle a connu... Si vous pouvez m'en passer une, je vais la montrer à Il vaut l'écran. mieux les deux, parce que précisément, ce dont vous avez besoin, c'est la perte de la CSG. Alors, je montre les deux. Parce que Allez-y. comme des millions de personnes, elle a connu une perte de CSG qui est de l'ordre de 200 € sur l'ensemble de l'année. Elle a un mari qui est artisan, qui touche 900 € de retraite. Et il a connu la même perte de CSG. Ce qui signifie qu'à deux, pour cette année, leur année commence avec une perte de pouvoir d'achat de 400 €. Pour eux, c'est considérable. On aurait pu parler de la taxe sur l'essence, on aurait pu parler des APL, on aurait pu parler de la politique familiale. Cette année s'ouvre, pour les familles et plus précisément pour les classes moyennes, par des impôts qui ont considérablement augmenté. Et pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas d'économie sur la dépense publique, eh bien Emmanuel Macron est obligé de prendre dans la poche des Français. Vous l'avez rappelé, je gère une région qui fait 8 millions d'habitants. Moi, depuis 2 ans, je m'astreins à faire des économies sur la dépense publique. Ce qui nous a permis non seulement de n'augmenter aucune taxe, mais même d'en baisser certaines. Il n'y a pas de miracle. Et c'est une des raisons principales qui fondent aujourd'hui mon opposition au bout d'1 an à Emmanuel Macron. Bien. Aujourd'hui, ceux qui payent, ce sont les Français, ce sont les classes moyennes. Et comme il n'y a pas cette volonté d'économie, les impôts vont continuer à augmenter. On va reparler d'économie, si vous le voulez bien, Avec dans un plaisir. instant, avec les questions de François. Mais d'abord, la France a été touchée samedi dernier à Paris par un nouvel attentat terroriste. Vous n'avez pas eu de mots assez durs pour dénoncer la faiblesse supposée d'Emmanuel Macron face au terrorisme. Mais si vous étiez à sa place aujourd'hui, vous auriez empêché cet attentat, vous auriez empêché cet homme de prendre un couteau et d'attaquer la foule ? Madame Salamé, personne ne peut venir sur votre plateau en prétendant avoir une solution miracle qui aurait empêché les attentats. Mais ce que je sais, c'est que le fait de ne prendre aucune mesure nous condamne à continuer à subir les attentats. Il y a une loi antiterroriste qui a été votée en début de mandat qui intègre dans cette loi la plupart des dispositions de l'état d'urgence. Pardon, mais aujourd'hui, les Français ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés, pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas. Cette loi a baissé le niveau de protection. 22 attentats déjoués ces 15 derniers mois. Et combien de morts depuis que la vague d'attentats a commencé ? Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait un débat sur un certain nombre de mesures de bon sens. Qu'est-ce que je propose ? D'abord, je propose que les étrangers, les plus dangereux, les plus radicalisés, qui sont sur notre sol, à peu près 3000 personnes, soient immédiatement expulsés. Parce que je ne comprends pas qu'on garde encore sur le sol de notre pays des gens dont on sait très bien qu'ils professent la haine de la France. La deuxième chose que je demande, c'est qu'on adopte un délit d'incitation à la haine contre la France. Vous avez évoqué la fameuse loi, soi-disant, qui nous a fait sortir de l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'elle a permis ? Elle n'a même pas permis de fermer 3 mosquées salafistes. Nous avons 100 mosquées salafistes en France et le gouvernement n'en a fermé que 3. Et enfin, je demande qu'on puisse avoir des mesures d'internement administratif pour les fichiers S les plus radicalisés, les plus dangereux. Permettant quoi ? Permettant d'agir avant le passage à l'acte. Ces mesures, elles sont évidemment perfectibles. On peut en débattre.
Et je suis prêt à travailler ensemble avec tous les gens de bonne volonté. Mais ce que je ne peux pas continuer à accepter, c'est ce qu'on a après chaque attentat. La même scénographie, le même moment d'union nationale. Et à la fin, rien ne change, rien ne bouge. Et on a un gouvernement qui nous explique qu'on ne peut rien faire. Ça n'est pas vrai. Il y a des mesures qui permettraient d'améliorer la protection des Français. Au plan économique, depuis un an... Avant qu'on passe, je voudrais finir par un dernier mot, si vous me permettez, sur ce sujet. J'ai fait une proposition au président de la République, qui est une proposition d'union nationale, lui demandant de réunir les responsables des différentes familles politiques pour que nous puissions travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? De façon constructive. Vous savez que l'Espagne l'a fait. J'attends toujours la réponse. Je le fais dans un geste qui est une main tendue, parce que je suis convaincu que face à la menace terroriste, on a besoin de se rassembler. Et quand il s'agit de protéger les Français, je crois profondément que le devoir du président, c'est de rassembler et de faire en sorte qu'on travaille ensemble. C'est ce qu'attendent les Français. Je réitère cette demande. Le et je message souhaite est qu'elle soit envoyé. entendue. Le message est envoyé. François, sur l'économie. Emmanuel Macron a fait voter plusieurs réformes économiques importantes, la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, la réforme du marché du travail pour le flexibiliser, et puis la réforme de la SNCF. 3 mesures que les électeurs de droite approuvent, que même les responsables de droite ont longtemps appelées de leur vœu. Écoutez ce qu'en dit Jean-François Copé, qui a été le patron de l'UMP, donc votre prédécesseur d'une certaine façon. Emmanuel Macron, c'est quand même le président de droite qu'on n'attendait pas. Il faut être tout à fait sincère. Personne n'a vu venir Emmanuel Macron, homme qui se disait de gauche et qui, depuis qu'il est élu, n'a fait que des mesures que la droite préconise. Un homme de droite qui juge Macron à droite, ça ne vous laisse pas beaucoup d'espace quand même au plan économique. Ça dépend ce que vous appelez la droite. Les réformes dont je viens de Et peut-être que je parler. n'ai pas exactement la même conception de la droite que celle qui est devenue celle de Jean-François Copé. Vous m'interrogez sur l'ISF. Ces Je vais répondre réformes-là, sur ce. oui. Prenons un thème simple. Je suis pour la suppression de l'ISF. Et ce qui me gêne, ce n'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, il n'y a aucun geste sur l'impôt sur le revenu. Ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, on a augmenté la CSG. Au fond, qu'est-ce qui me choque? Mais la réforme C'est que- elle-même, vous ne la critiquez pas, vous l'approuvez. Mais pardon, pour l'avenir des Français, il y a eu 42% des cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les 5% les plus riches. Ah, vous dites Ça- comme M. Mélenchon. Pardon, mais ça n'est pas ma conception de la droite. Ma conception de la droite, c'est la place des classes moyennes. Ma conception de la droite, c'est qu'on n'oublie pas certains. Ce n'est pas juste le ruissellement. Si vous oubliez ceux qui sont au milieu, ceux qui tous les jours travaillent, ceux qui ont travaillé toute leur vie, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi je vous l'ai dit? Est-ce que je suis contre ce qui est fait en ce moment? Parce que ça n'est pas porté. Après, et je n'ai pas de problème avec ça, évidemment qu'il y a des réformes qui vont dans la bonne direction pour Les la patrons France. sont très contents. Et on a l'impression que, justement, vous les déroutez. Ils ont pris parti de façon assez claire pour Macron. Ils ont suivi Macron. Et vous, alors que la tradition de la droite, depuis des décennies, c'était quand même d'être relativement proche des chefs d'entreprise, puis l'inverse était tout aussi vrai, vous les avez perdus. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à ce que la droite, ce soit la droite de l'ISF ou des patrons? Moi, je défends le travail. Quand je défends le travail de celui qui est au SMIC et qui a perdu. Ça veut dire qu'on ne Quand peut je pas à la défends- fois défendre Pardon les classes populaires et les patrons? On a déjà eu ce débat. Et vous connaissez ma position en la matière. Non. Qu'est-ce qui me manque? Ce qui me manque, c'est qu'il n'y a pas eu le geste sur les heures supplémentaires. Qu'est-ce qui me manque? Il est prévu pour 2020, en principe. Hein. Extraordinaire. Soyons patients et en attendant souffrons. Il n'y a pas les gestes qui sont prévus pour faire en sorte que quand il y a des dividendes, et tant mieux, il puisse y avoir aussi une augmentation de la rémunération des salariés. La droite à laquelle je crois, c'est aussi une droite sociale. C'est aussi une droite qui est capable de dire qu'il faut à la fois qu'on défende la réussite, mais qu'on n'oublie pas la réussite du salarié. Macron Et puis est trop enfin, à droite pour vous, en fait. tout dépend ce que vous appelez, et ça me fait sourire quand vous dites ça. Pour vous, au fond, si on est ultra-libéral, on doit être à droite? Moi, je crois aux libertés, mais je ne crois pas à l'injustice. Qu'est-ce qui me gêne dans ce qui est fait en ce moment? C'est qu'il y a trop d'injustice. Et la fiscalité est l'injustice majeure. Quel est le deuxième point qui me gêne et que vous n'évoquez pas? Le régalien. Ce n'est pas un petit sujet. Il y a eu 2 records cette année. Le premier record, c'est celui du prélèvement obligatoire. Et non, désolé, on n'est pas de droite quand on augmente les impôts. On n'est pas de droite quand on ne fait pas d'efforts sur la dépense publique. Et on n'est pas de droite quand on continue à faire augmenter l'immigration comme le fait Emmanuel Macron. Et donc, je suis très simple
À chaque fois qu'il y a des réformes qui correspondent aux valeurs que je défends, je ne fais pas de simagrée. Je ne cherche pas à mégoter. J'ai apporté mon soutien à la réforme du statut des cheminots. J'ai dit que j'étais favorable à la réforme du travail, qui est soutenue et attendue par un certain nombre de chefs d'entreprise. Mais je suis aussi capable de dire que quand je vois l'augmentation de la fiscalité, quand je vois la dégradation de la sécurité, quand je vois les sujets de l'immigration, non, ça n'est pas la droite à laquelle je crois. Laurent Wauquiez, c'est à présent le moment de l'interpellation par une personnalité de la société civile. Il est écrivain, ancien patron de presse et chroniqueur de la vie politique. Il dirige aujourd'hui le Théâtre de Poche à Paris. C'est Philippe Tesson qui a 2 mots à vous dire. Laurent Wauquiez, on peut s'étonner parfois de vos comportements. Moi, je ne me prive pas de le faire d'ailleurs. Vous n'êtes pas au pouvoir. Électoralement, vous ne valez pas grand-chose, il faut bien le dire. Votre projet politique est encore un peu flou. Même vos troupes sont un peu perturbées. Et tout ça devrait vous inviter à la modération, à la modestie en tout cas. Or, ce n'est pas le cas. Vous parlez au président de la République depuis 1 an avec une arrogance extraordinaire. Tout vous est bon pour le critiquer. Et voilà, c'est de ça en tout cas que je m'étonne en me disant que la France va très mal et que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'elle, une responsabilité politique, une responsabilité morale même. Et voilà. Alors je vous demande, quand finirez-vous de jouer en quelque sorte ce que vous tentez de faire, c'est-à-dire les Mélenchon de la droite? C'est ma question. Il vous loupe pas. J'adore ce genre de personnage. S'occupant du théâtre de Poche, au cœur de Paris, et m'expliquant à moi qu'électoralement, je ne vaux pas grand-chose. J'ai juste été élu par 8 millions de personnes, par des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont choisi dans ma région. J'adore ce genre de donneur de leçons. Quand finirez-vous de jouer le Mélenchon de droite, dit Philippe Tesson? J'adore ce genre de personnage qui vous explique ce que vous avez le droit de dire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Visiblement, il aime le théâtre. Moi aussi. Mais moi, j'aime les personnages qui vont à l'assaut des tranchées. J'aime les personnages qui ont le courage de leurs idées. J'aime qu'en politique, il y ait un petit peu de panache. Et oui, j'aime bien que de temps en temps, on ait le verbe haut et qu'on n'ait pas peur de ses idées et de ses convictions. Le verbe Je haut. n'aime pas la politique de l'eau tiède. Le verbe haut, vous Alors, l'avez eu. Il y a un dernier point, pardon. Ah oui, allez-y, peut-être vous voulez lui répondre sur Mélenchon de dernier point droite. sur lequel je voudrais répondre. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai même pas rencontré. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire dans la vie politique. Des gens qui n'ont même pas pris l'effort d'échanger avec vous une fois se permettent d'émettre des jugements définitifs. Alors, ce que je lui propose, c'est qu'on ait un temps d'échange et qu'au moins la prochaine fois, il puisse faire une charge de la méchanceté d'un Saint-Simon, mais en ayant pris la peine de me connaître un peu. Mais ce qu'il dit là, Philippe Tesson, c'est aussi, d'une certaine manière, le ressenti de beaucoup de gens dans votre camp, à droite. Mais, pardon, c'est assez extraordinaire. Vous avez compris que j'ai récupéré une famille politique qui était en ruine, qui a écœuré les Français. Ça fait 5 mois que je m'en occupe. C'est une tâche ardue. Vous parliez de foot, il y a un côté remontada qu'il faut écrire. Et c'est bien ce que je suis déterminé à faire. Ça prend du temps, mais ne comptez pas sur moi pour chercher à plaire à ce genre d'histrion. C'est pas eux qui m'intéressent. Vous parlez du verbe haut, Laurent Wauquiez. Vous-même, vous avez parfois le verbe haut quand, il y a quelques mois, vous écrivez dans le journal du dimanche « Macron, c'est le désert de l'âme. Il n'y a pas d'amour de la France chez lui. Il a une haine de la province. » Vous maintenez cette phrase? On a déjà eu ce débat. Vous savez, et je vous l'ai dit, moi, ma caractéristique, c'est que je vis en Haute-Loire. Je vis dans un département qui est un département modeste. Bien des gens que vous réunissez ici sont des gens qui habitent dans ces petits cénacles parisiens. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une France qui se sent aujourd'hui abandonnée, qui a le sentiment que la politique qui est menée n'est pas faite pour elle, que la politique qui est menée, elle est faite pour ceux qui réussissent et qui n'ont pas de problème. M'interrogez sur ma droite? Vous croyez que c'est ça, la droite que je veux reconstruire? Sûrement pas. La droite que je veux reconstruire, c'est celle qui est capable de faire l'unité du pays, qui est capable à la fois de se féliciter de la réussite d'un chef d'entreprise, mais de dire qu'elle ne se construit pas sur l'oubli de ceux qui sont au milieu. François, encore une question. C'est à quoi je crois. Une question sur une crise sociale. Air France est en grève depuis le départ de son patron et la grève des pilotes. Faut-il que l'État, qui possède encore 14% de l'entreprise, vende sa participation afin d'en faire une compagnie 100% privée? Non. L'État doit rester au capital. Parce que moi, je suis attaché à ce qu'on garde un certain nombre de nos fleurons industriels et qu'on ait la capacité de faire une stratégie industrielle. Vous le savez. Et c'est à l'État de faire ça. Je plaide pour qu'il y ait une préférence communautaire. Mais c'est à l'État de faire ça. Je considère que l'État a un rôle central sur un certain nombre d'entreprises. Ça ne veut pas dire être majoritaire,
Ça ne veut pas dire conduire les choses. Mais je considère qu'il est important que sur nos aéroports, sur nos ports, sur la gestion de nos grandes infrastructures, on garde un œil dessus. Vous n'êtes pas Les libéral États-Unis- sur ce plan-là, au moins. Les États-Unis le font. Des pays extrêmement offensifs sur le plan du capital et de la compétition économique le font. Ce qui m'éberlue, moi, parfois, c'est la capacité qu'on a à dire, au fond, ça ne compte plus, d'où que vienne une entreprise, qu'elle soit chinoise, indienne, ça n'a pas d'importance. Vous me connaissez. Je plaide depuis longtemps pour le fait qu'on reprenne une priorité pour nos entreprises européennes. Et que, comme le fait la Chine, comme le font aujourd'hui les États-Unis, on puisse dire, non, désolé, mais priorité d'abord à nos entreprises. Vous avez dit en mars 2016, un mode international rapidement, Trump n'est pas un modèle, mais peut-être une source d'inspiration pour la politique française. Est-ce que vous le répétez aujourd'hui? Trump peut être une source d'inspiration pour la politique française quand il sort de l'accord avec l'Iran ou quand il transfère l'ambassade des États-Unis à Jérusalem? Il y a un point que vous n'abordez pas, et qui est pourtant essentiel. Trump a mené une politique massive de baisse des impôts, notamment sur les classes moyennes dans son pays. Surtout sur les entreprises. Hein. Sur les classes moyennes, et vous le savez très bien, notamment sur la La fiscalité grosse sur les masse, personnes. ce sont les entreprises et de très 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 loin. Mais avec une obligation d'essayer de relocaliser les emplois sur le sol américain. Discours qui me plaît. Obligation qui n'a rien de Ça fait contractuel. combien de temps, je vais poser cette question, ça fait combien de temps qu'en France, les impôts n'ont pas baissé? À la différence des autres invités que vous interrogerez ce soir, moi, vous pouvez me juger sur mes actes, pas seulement sur mes dires. Ce que je propose, je l'applique dans la collectivité dont j'ai la charge, dans la région dont j'ai la charge. Je suis convaincu que si on veut redresser le pays, il faut arrêter Bien. avec ce fardeau fiscal qui pèse sur tous ceux qui travaillent. Donc Trump reste une source d'inspiration. Il y a plein de domaines dans lesquels je ne partage absolument pas son approche. Et Dieu sait si parfois ses excès, ses outrances ne me plaisent pas. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que, au lieu de condamner et de balayer d'un revers de main, on s'interroge aussi sur ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est cette baisse de la fiscalité. Ça, je trouve que ça mérite qu'on y réfléchisse. On l'a compris. Laurent Wauquiez, c'est la fin de notre entretien. Comme à chaque intervenant, vous avez le droit à votre carte blanche. Quel est le thème que vous avez choisi? C'est à vous. Eh bien, je vais vous parler de la France. Je vais vous parler de la France parce que j'entends un président de la République qui parle de Start-up Nation, qui parle des premiers de cordée, qui parle de ceux qui réussissent et de ceux qui ne font rien, qui explique que l'immigration est une chance, mais qui n'a pas de discours de fermeté sur la laïcité. Je vais vous parler de la France parce que je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Quelle est la question que se posent aujourd'hui les Français? Ils se demandent, est-ce que notre pays est condamné à changer de nature? Est-ce qu'on va continuer à assister en silence au fait que petit à petit nous renonçons à ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est que la France? La France repose sur la méritocratie républicaine. Et aujourd'hui, combien de parents se disent que leurs enfants ne connaîtront pas un meilleur destin qu'eux-mêmes? La France repose sur le travail et l'effort. Et on a laissé l'assistanat ronger notre système de solidarité. La France repose et croit dans l'égalité des chances, celle que j'ai évoquée. Celle qui fait que quelqu'un au cœur du Cantal a droit à la même chance que quelqu'un qui est au centre de Paris. Et la France, c'était l'intégration. Celle qui avait permis à des familles d'étrangers de venir chez nous avec parfois des discours qui étaient poignants. Disons à leurs enfants, vous devez devenir plus français que les Français. Qu'est devenue cette intégration aujourd'hui? Qu'est devenue cette intégration quand le gouvernement lui-même organise la venue en France de 300 imams? Qu'est devenue cette intégration quand vous regardez le parcours de ce Tchétchène que nous avons accueilli avec sa famille pour le protéger des persécutions et qui a tourné sa haine contre la France en poignardant un des nôtres? Vous savez ce que je crois? Je crois que le travail, le respect, l'amour de la France, ce ne sont pas des valeurs qui appartiennent au monde d'hier, et je veux finir par ça. Ce sont des valeurs pour moi qui sont fondatrices. La France a besoin de retrouver ses fondations. Aujourd'hui, on nous explique que la modernité, c'est d'y renoncer. Moi, mon engagement, c'est cette conviction simple. Pour redonner un avenir à notre pays, il ne faut pas renoncer à la France. Merci. Il faut retrouver la France. Et c'est ça
le sens de mon combat. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Merci à vous. C'était une carte blanche programme. Merci. On tient à peu près... C'est sans doute les plus importantes. Et c'est celle dont on a besoin. En tout cas, c'est la vôtre. On vous tient à peu près les temps. Vous avez fait à peu près le même temps que Jean-Luc Mélenchon à quelques secondes près. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander de ressortir par cette porte-là et on va accueillir notre troisième participant pour la majorité présidentielle. Voici